Salam alaikum, Azul, bonsoir. Deux épisodes d'une grande épopée. Deux épisodes particulièrement complexes sont en train d'être tournés en ce moment même sous nos yeux dans un décor de cauchemar. Deux épisodes et un décor de la grande série algérienne du 22 février 2019. Le premier épisode est la guerre des têtes. Le second est Place de la République. Mais il y a plusieurs metteurs en scène de la même série. Pendant que les uns tournent des grandes scènes, l'un d'eux, des grandes scènes qui montrent un peuple en lutte contre une hydre monstrueuse, d'autres tournent des plateaux connexes qui viendront s'amalgamer à l'intrigue centrale. L'un de ces metteurs en scène, depuis ses studios des Tagarins, de Ben Aknoun et d'El Mouradia, a planté le décor. Un décor de cauchemar collectif, où des millions de gens sont menacés de mort par un fléau qui sévit dans le monde entier, mais qui a trouvé table dressée en Algérie parce que l'hydre monstrueuse, plutôt que de le combattre, on a fait un allié, une aubaine pour briser l'élan du peuple qui se levait pour aller la combattre. Un décor de cauchemar, où des millions de familles vivent dans l'incertitude des lendemains, où ils éprouvent de la difficulté à subsister, où des foules nombreuses s'agglutinent autour des bureaux de poste pour tenter de retirer de leur compte de quoi manger. Des attroupements dans toutes les villes du pays, devenus des vecteurs puissants de propagation d'une pandémie qui explose et qui montre toute la vacuité d'une hydre monstrueuse qui affirmait pourtant qu'elle allait lutter contre le fléau encore mieux que les plus grandes puissances mondiales. Un décor où les hôpitaux sont pleins, où même les soignants meurent par dizaines, où les moyens manquent cruellement, pendant que Tebboune jure que ces hôpitaux-là, les mêmes, sont pourtant les meilleurs d'Afrique. Un décor d'une jeunesse qui ne rêve plus que de tenter la harga, de se jeter à la mer pour fuir sa propre terre, sa propre famille, pour aller chercher une vie meilleure. Une jeunesse qui n'hésite plus et que plus rien n'arrête. Un bot people en gestation dont aujourd'hui même la presse espagnole en a fait ses manchettes de une. Et au milieu de ce décor, de ce cauchemar, El Mouradia brille de mille feux dans ses lambris et ses ors, où on marche sur des tapis persans, entourés de toutes parts de tableaux de maîtres. À El Mouradia, au Tagarin et à Ben Aknoun, une tête de l'hydre monstrueuse a été tranchée. Elle vient d'être tranchée. Non pas par le peuple en marche, mais par une autre tête de la même hydre monstrueuse. La tête qui vient d'être coupée, la plus féroce, est celle qui avait pris le contrôle de l'hydre, celle qui avait choisi et imposé l'un de ses serviteurs, un certain Tebboune, comme président du peuple en marche. Mais, comme le dit la légende, la tête tranchée repoussera tout aussitôt, sous un autre nom, même si elle prendra celui d'un autre général. Oui, la tête de l'hydre monstrueuse repousse toujours, de la même manière que celle qu'on croyait définitivement coupée, celle qui avait pour nom Tawfiq et qui vient de repousser, de se régénérer, plus menaçante que jamais, et qui semble prendre ou reprendre l'importance qu'elle avait. En clair, et entre nous, et jurez-moi que ça ne sortira pas d'Alger, le clan Gaïd Saleh, puis c'est de lui qu'il est question, a été éparpillé façon puzzle par celui qui avait été explosé et dont le puissant parrain avait été jeté en prison comme
comme le dernier des criminels, et dont plus personne n'aurait osé penser seulement qu'il pourrait revenir un jour dans l'équation, encore moins retrouver son influence et sa position primordiale. L'autre épisode est en train d'être tourné à Place de la République, à Paris. Et là, nous n'allons plus parler par métaphore, puisque le scénario en est rédigé de façon autrement moins subtile qu'on pense, puisqu'il n'y a que les plus naïfs qui en ont avalé les grosses couleuvres qui y circulent sympathiquement. En fait, et là aussi, il faut que ça reste entre nous, gardez-le pour vous et faites attention, les murs ont des oreilles. En fait, au Tagarin, à Ben Aknoun et à Al-Mouradia, et peut-être même depuis l'hôpital militaire Bouchaoui, l'hydre monstrueuse a compris que le Hirak parisien, le Hirak des Algériens de Paris, représente pour elle un danger mortel et qu'il fallait absolument le tuer, ce Hirak parisien des Algériens de France. Pourquoi une menace mortelle, le Hirak des Algériens de France? Tout simplement parce que Paris est le cœur battant du régime algérien, de l'hydre monstrueuse. Paris et la France, d'une façon générale, est son maillon fort, en même temps que son talon d'Achille. C'est dans ce pays que quasiment tous les barons du régime, et leurs familles, et leur clientèle, et leurs amis, blanchissent les fortunes qu'ils ont subtilisées au peuple algérien. C'est dans ce pays qu'ils installent leurs familles et le plus gros de leurs affaires. Et c'est par ce pays qu'ils sont protégés contre leur propre peuple. Et c'est bien pour cela qu'ils ont tout fait pour que la presse française ne couvre pas de la plus petite manière les grandioses manifestations de la place de la République. Le Hirak algérien de Paris était devenu une menace mortelle pour le régime parce que les manifestations algériennes commencent aujourd'hui très sérieusement à intéresser l'opinion publique française, certains parlementaires et certains journalistes. À un moment où la coopération Alger-Paris est en train de se reconsolider, de rebâtir les nouvelles connivences. L'opération Casser le Hirak Paris a donc été lancée. Briser la cohésion des manifestants, les infiltrer, les dresser les uns contre les autres et surtout agiter entre eux le très éprouvé épouvantail islamiste. Et pour cela, convoquer les habituels relais, mais surtout brandir le spectre d'un retour de l'intégrisme pour enrôler malgré eux et à leur insu des militants pour la laïcité qui ne se savent pas manipuler. Des agents malgré eux d'un coup tordu contre le Hirak. Voici donc le synopsis de ces scènes de la grande série algérienne qui se concocte et qui se joue par des metteurs en scène et autres acteurs. À la seule différence que les spectateurs en sont les acteurs principaux. Et que tous les hirakistes connaissent très bien l'histoire de l'hydre de Lerne. Ils savent qu'il ne suffit pas de lui couper une tête, voire même plusieurs, s'ils veulent la réduire. Ils doivent lui couper toutes ses têtes en un seul coup. C'est pour cela que le principal slogan du Hirak est « Tarhlou ga ». الصبر يا لميمة وفخر بالولاد ما داروا جريمة ما باعوا الملاد بسلمية وتبسيمة واقفين ضد الفساد بصح جات
تعليمة والقاضي يضيع السيان. تحية ثورية لخاوتنا في الحباس في سبيل الحرية والله ما نقطعوا لياس. تحية ثورية لخاوتنا في الحباس في سبيل الحرية والله ما نقطعوا لياس. مسؤولية عظيمة على ركبة القياد، كذبوا في اليتيمة وشراو صوت العباد. راحت ريما القديمة وحبينها تنعاد، يخيطوا لها كوستيمة ويحطوها في الفصاد. تحية ثورية لخاوتنا في الحباس في سبيل الحرية والله ما نقطعوا لياس. تحية ثورية لخاوتنا في الحباس في سبيل الحرية والله ما نقطعوا لياس. واش بقالك من قيمة يا الإعلام الرفاد؟ خبطونا بتعتيمة وركعتوا للجلاد، ودرناكم سينما فيك نيوز وفرقزات، للتاريخ يبقوا ديما ويشوفوها الأحفاد. تحية ثورية لخاوتنا في الحباس في سبيل الحرية والله ما نقطعوا لياس. تحية ثورية لخاوتنا في الحباس في سبيل الحرية والله ما نقطعوا لياس. Ce clip que nous venons de voir et d'écouter est de Brahim Douaji et ses amis, que nous remercions infiniment. Ce clip qui a rendu hommage aux prisonniers d'opinion qui se trouvent dans des geôles du régime. Algérie, coup fourré et déliquescence, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir par ordre alphabétique Hassan Mouali, journaliste d'Alger, Aïssa Rahmoun, avocat et défenseur des droits de l'homme Alger, l'Arbi Zouemia, analyste politique qui est avec nous depuis le Canada, et nous allons commencer par lui. L'Arbi Zouemia, merci d'avoir accepté notre invitation. السلام عليكم وزير فلاون وتحياتي للمشاهدين تاع قناة ورس تي في. Superbe décor que vous avez derrière vous. C'est où? C'est aux États-Unis? C'est à New York? Ça, c'est Chicago. Chicago, c'est magnifique. Bravo, l'Arbi Zouemia. Alors. C'est virtuel, c'est pas. Oui, je sais, mais à chaque fois. On peut mettre tout. Vous réussissez des backgrounds magnifiques à chaque fois. Bravo. Ah, c'est le software. Ouais. Alors, l'Arbi Zouemia. En ce moment même, au moment où le cadre où ça se passe, c'est un cadre de cauchemar. Des Algériens qui sont obligés de s'agglutiner par centaines dans toutes les villes d'Algérie pour essayer de retirer des liquidités pour pouvoir se nourrir. On nous parle d'absence de liquidité, c'est incroyable, après que la planche à billets est donnée à fond. Hein. Des hôpitaux qui sont pleins ou qui ne peuvent plus accueillir de gens où les moyens manquent cruellement. Dans le même temps, nous assistons donc, et ce sera l'objet de notre émission, à ces deux épisodes qui se déroulent sous nos yeux. À Paris, un complot pour casser le Hirak parisien,
et au cœur du régime où un clan vient d'être liquidé quasiment, maintenant c'est de notoriété publique, celui de Gaïd Salah, pour laisser la place au retour du clan de Tawfiq. À un certain moment, nous disions les Tawfiq Boys sont Tawfiq. Maintenant, il s'avère que même Tawfiq serait peut-être de retour d'une façon ou d'une autre. Mais nous allons commencer l'Arabie Saoudite par parler de ce manque de liquidité absolument incroyable. Nous allons d'abord écouter M. Tebboune qui nous parle des pauvres. Écoutons-le. Écoutons-le de la zone d'ombre. Écoutons M. Tebboune. تقوى الانتماء نتاعو لهذا الوطن عانى ووكل وكان مسبل وكان ربما يعني كان معزول ما عندوش يعني مدينه كبيره اللي يدرك في الطرق تاعها ولا يدرك في كذا كان في الواجهه في العذاب في الثوره في كذا اليوم ما اعتقدش انسان حتى لو ما عندوش روح وطنيه قويه عنده ضمير فقط يرضى للجزائر تاع الساتيليت والجزائر تاع اليوم دخلنا في تكنولوجيات ودخلنا في امور وما زال المواطن يجيب الماء في شامبراير فوق الداب حاشاك هي كاين لها في عهد جاكوزي وهذا مازال في شامبراير واش من تنميه هذه دونك هذا حقهم هذا حقهم سي بور فا جابيل لي زومب دومب مناطق الظل يعني دارقين واحد ما دايها فيهم وتلقاهم في بعض الأحيان على 5 كيلومتر على مدينة على وهران ولا على عنابة ولا على العاصمة. Alors, M. Tebboune nous dit donc que les gens, il compatit à ces millions de familles qui sont dans la misère et il nous dit qu'il va les aider et donc il décide d'attribuer 1 million de centimes pour chaque. Sauf que c'était mission impossible, tout le monde le savait et maintenant qu'il s'avère que c'était des promesses en l'air, regardez sur qui il essuie le couteau, comme on dit nous. يمسح الموس فمن في الإدارة. Écoutez-le. فيه إجراءات مستعجلة جدا وما بين الإجراءات المستعجلة كنا خدينا إجراءات بعدها باش بالنسبة للناس اللي ما عندهمش دخل واللي توقف الدخل تاعهم باش نعطوهم بالأقل أهم الحاجيات تاعهم 10,000 دينار في الشهر ولكن نفتح قوس أنا جاتني معلومات ونتأسف لها وربما أنا ما نبغيش نستعمل لغة التهديد ولكن كاين ناس احنا في 3 شهور دروك انا في 3 شهور ولا اكثر من 3 شهور اللي قررنا باش كل مواطن معوز تكون عنده 10,000 دينار تاعو اقل شيء يعني بالنسبه للتضامن ولكن كاين اللي لحد الان مازال ما وصلتهمش وهذه ما تسامحش فيها البيروقراطيه هذه هي العدو اللدود تاع هذه البلاد هذه ما قدرناش على البيروقراطيه رانا ما نديروا والو وهذه مسؤوليه الجميع ماهيش مسؤوليه الرئيس ولا مسؤوليه الوزير الاول مواطن يعاني هو وابنائه لحق له 10,000 دينار تاعو انت واش ضاع لك تخرجها من جيبك العربية الزومية. انا حبيت نقول لك حاجه الاولى اللي شفت في j'ai vu dans votre émission je pense il y a 2 jours je ne veux pas corriger les gens mais lorsqu'on parle de billets planche à billets ça ne veut pas dire qu'on a imprimé des billets et on les a épandus à l'extérieur. Donc ça peut s'expliquer autrement parce qu'il s'agit parfois de dettes d'entreprises, que ce soit public ou privé. Il se peut qu'il y a une autre forme. Donc je connais le mot anglais, mais je ne sais pas le mot en français. Donc ça ne veut pas dire que nous avons gonflé l'existence, même si il y a une augmentation un petit peu substantielle de la masse monétaire algérienne, mais on ne peut pas dire que nous avons émis nous avons imprimé et nous avons. Bon, imprimé dans le titre pour chabier, printing money, mais il se peut que ça s'explique autrement parce qu'il s'agit d'entreprises aussi, donc on peut pas, qu'on peut effacer leurs dettes ou prendre en charge la dette publique par la banque d'Algérie. C'est ça ce qui s'explique. Maintenant, les liquidités, certainement, le voyage de la monnaie en Algérie. Le voyage de monnaie en Algérie est chaotique. Il y a une crise de la monnaie. Il y a une crise de la liquidité du fiduciaire. Parce que tout simplement, il y a de l'informel qui ne veut pas rendre ce qu'on appelle cet argent-là au circuit bancaire. Et c'est pour cela qu'il y a un problème de liquidité. La personne, il retire son argent de la banque ou certainement de la poste
est-ce que cet argent-là retourne à travers le commerçant ou le partenaire commercial ou économique à la banque? C'est ça le circuit, la défaillance du circuit. Parce que c'est un état de voyous, et je le répète, de bandits, et je le répète, d'assassins, et je répète, et destructeurs, et je le répète. Il s'agit de gens qui ont cassé cet état-là parce que ce sont eux, les architectes de ce qu'on appelle l'ashkara. L'ashkara, c'est ce qu'on appelle l'état parallèle, qui a son propre argent qui est caché quelque part. Nous avons lu plusieurs contradictions. Et la contradiction, comme nous avons lu, c'était en 2018. Voilà que quelqu'un nous dit que la masse qu'il y a à l'extérieur de la banque, c'est à peu près 20 milliards. Il y a à peu près, je pense, 2 ou 3 semaines... 20 milliards de quoi, 20 milliards 20 milliards de dollars, ce qui fait à peu près 20 milliards de dollars, ce qui fait à peu près... 2000 milliards. Non, 20 milliards de dollars, ça sous-entend à peu près 2000 milliards de dinars. Oui. Voilà. 2000 milliards de dinars, là, on peut dire que c'est dans une fourchette de 10 à 15% de la masse monétaire de l'État. Mais la fois passée, c'est le ministre des Finances, avec son adjoint de la Banque centrale, qui dit que l'informel détient à lui seul 5 000 milliards de dollars. Ça sous-entend à peu près quelques 49 milliards de dollars. Donc, 49 milliards de dollars. En équivalent dinars, hein, pour qu'on se comprenne bien. Oui, en dinars, c'est-à-dire nous, la masse monétaire est exprimée en dollars parce que justement c'est un benchmark international. Donc on peut dire 5 000 milliards de dinars sont à l'extérieur de la banque. Donc, et nous avons dit à un moment donné ici dans votre chaîne que justement il faut des mesures draconiennes, efficaces, sécuritaires, bel-askar, bel-gendarmerie pour récupérer cet argent. Donc il y a de l'argent qui est quelque part, certainement. Maintenant, je ne sais pas si les 2 minutes, je continue ou vous allez... Oui, allez-y. Maintenant, ça c'est le problème principal. Le deuxième problème, la numérisation du pays, la technologie. Nous avons passé 20 années, nous avons eu de l'argent. La modernisation du pays en matière de solutions de paiement et de solutions numériques. Donc, c'est ce qu'on dit le voyage de la monnaie, ça sous-entend quoi? Il faut briser le voyage de la monnaie. Il faut justement à un moment donné essayer de pousser vers ce qu'on appelle la transaction virtuelle, la transaction par la carte, pour réduire un petit peu l'intensité et l'utilisation des fiduciaires. C'est pour cela que nous voyons un pays archaïque où il y a des milliers de personnes qui s'entassent devant la poste ou devant la banque pour retirer leur argent. Parce que tout simplement, il s'agit encore d'un pouvoir criminel qui avait élémentairement les moyens pour moderniser le pays et pour trouver une solution technologique à la transaction commerciale. Alors, moi, pour expliquer un peu simplement, vous êtes en train de nous dire que, en fait, ça s'explique par, dans cette circulation de la monnaie, ça s'explique par la thésaurisation, pour ne pas dire la séquestration, de grandes sommes d'argent par des gens qui sont dans le milieu des affaires et qui gardent cet argent, qui ne le laissent pas circuler. D'après vous, c'est ça, il n'y aurait pas de rétention quelque part. C'est parce que tout simplement, je vous ai expliqué l'équation. L'équation, vous allez retirer votre argent de la banque. Je ne parle pas des petits épargnants ou des gens qui ont les moyens. Mais je parle des épargnants potentiels, des épargnants ou la grande mafia. C'est-à-dire le retour de cette monnaie à la banque. Dans quelle proportion? C'est ça Donc, s'il y a de la monnaie qui est cachée quelque part, qu'on estime à 5 000 milliards de dinars qui fait fonctionner, et peut-être plus, qui fait fonctionner l'informel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent de la banque. Parce qu'il y a une entité extérieure à la banque qui détient cette liquidité. Ça, c'est un problème. Mais maintenant aussi, sur le plan de transaction élémentaire, on ne peut pas considérer un pays comme ça, c'est-à-dire on se trouve devant un pays que la personne, une vieille personne, se dirige vers la banque, il fait la chaîne, c'est des milliers de personnes, tout simplement. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas une modernisation. La modernisation consiste à quoi? C'est l'utilisation, au moins, de la transaction électronique, ce qu'on appelle e-payment, que les gens, au moins, qui peuvent, aillent aux commerçants et payent par leur carte. Ça évite un petit peu la circulation de la monnaie, ça évite tout ça,
Et puis, nous serons au moins, à un moment donné, capables d'aller chercher cette monnaie qui se cache. C'est ça le problème. Et pourquoi, d'après vous, ces gens qui disposent de telles sommes sont en train de les séquestrer, pour ne pas dire de les thésauriser, parce qu'ils ne font pas confiance au système ou parce qu'ils le font exprès pour saboter le système ou... Quelle est l'explication, d'après vous, de cette rétention des très grandes masses monétaires entre les mains de privés, de particuliers? C'est la nature de l'Algérie. Pourquoi nous sommes arriérés? Pourquoi nous sommes en sous-développement? Parce que tout simplement, il y a une économie informelle qui décide. Les gens. Mais quel est leur intérêt? Quel est leur intérêt de garder telle somme? Leur intérêt, justement, c'est leur part dans la fiscalité. Hein? Deuxièmement, c'est toute c'est ce qu'on appelle le noir, le poids du noir, parce que vous avez des gens qui changent à l'extérieur et qui vont quelque part dans des pays, ils vendent, ils changent à l'extérieur. Donc, vous avez un État en parallèle à l'État. Ça veut dire ce qu'on appelle la rébellion bancaire. La rébellion bancaire, c'est un processus d'accumulation et à un moment donné, il arrive à son pourrissement. Nous sommes dans un pourrissement. Je vous rappelle que Tleiba était au Parlement, il était contre la suppression de l'Ashkara. Des éléments, des têtes du pouvoir étaient pour ça. Parce que tout simplement, c'est comme ça. La nature du vol, c'est comme ça. Vous faites du commerce, l'État ne vous voit pas, vous ne payez pas, vous faites ce que vous voulez, et c'est des milliers et des milliards. C'est l'évolution d'un commerce, c'est l'évolution d'une économie. Et ça, on tient à quoi maintenant? On tient à quoi? S'il n'y avait pas un petit peu ce qu'on appelle réserve de change, un moment pour compenser la dépense publique, nous sommes dans un désastre. Nous sommes un pays de l'informel. Nous sommes une référence de l'informel. Et restez avec nous. L'Arabie Jamia, je reviens à vous dans un instant. Aïssa Rahmoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous au téléphone. Aïssa Rahmoun. مساء الخير مرحبا بك. On ne vous entend pas très bien. J'espère qu'il n'y aurait pas un téléphone fixe à côté. Vous m'entendez? On vous entend, mais pas très bien. Hein. Peut-être qu'il faut se mettre dans un endroit où vous avez habituellement de la connexion. Je vous entends très bien. On va essayer, mais on ne vous entend pas très bien. Si vous avez un numéro de téléphone fixe que vous pouviez... Je reviens vers l'Arabie Zouémia le temps qu'on essaye de régler ce petit souci. L'Arabie Zouémia, il y a les gens qui sont touchés par cette pénurie, j'allais dire, de liquidités. Ce n'est pas quelques centaines, quelques milliers, ils sont des millions. Peut-être même les gens qui... Avoir le nombre de gens qui s'agglutinent autour de tous les bureaux de poste, dans toutes les villes, dans tous les villages d'Algérie où il y a un poste, on peut se hasarder à dire qu'ils sont au moins plus de 10 millions. Et là, ce sont des gens qui disposent de fonds, qui ont des comptes, ils possèdent des petites épargnes. Sans compter les millions d'autres dont nous parle Tebboune, qui nous dit qu'il va les aider, qui n'ont pas d'argent pour vivre tout simplement, qui sont obligés de se confiner pour respecter les mesures de confinement contre la pandémie. À votre avis, tous ces gens qui aujourd'hui soit n'ont pas d'argent du tout pour vivre, qui ne sont pas pris en charge par le régime et qui en plus, y compris, viennent le rejoindre, y compris des gens qui ont des petites pensions ou des petits salaires et qui ne peuvent même pas retirer de l'argent. Qu'est-ce qui va advenir de tous ces gens dans un tel moment de crise où tout manque, où les gens ont peur de sortir de chez eux? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous dis, je ne sais pas si tous ces gens-là arrivent sur une tribune à peu près, certainement on va découvrir un mal énorme. Un mal énorme, premièrement, vous avez dit les gens concernés par le 1 million. Ça, c'est de la plaisanterie. Ça, c'est le mépris. Hein. Deuxième chose, les gens qui ne peuvent pas aussi, il y a une autre catégorie, et qui ont leur salaire et ont de la difficulté à le retirer parce que tout simplement, il y a la foule, il y a tout, il n'y a pas de liquidité parce que la liquidité ne revient pas. C'est-à-dire juste, il suffit d'une crise sanitaire pour que tout apparaît au grand jour. Maintenant, un président, pour moi, c'est un président irresponsable.
il est irresponsable. C'est un président aussi qui vient se moquer des gens, vient se moquer de l'intelligence en disant voilà, il ensuite, il blâme la bureaucratie. C'est lui le créateur de la bureaucratie. La bureaucratie, parce que tout simplement, il s'agit d'une administration lourde, il s'agit d'une administration qui n'est pas modernisée, il s'agit d'une administration en 2020 qui parle de l'organisation de la fiscalité en ramenant X et Y, si justement nous sommes dans un pays archaïque. Maintenant, les gens souffrent, certainement souffrent, je ne sais pas exactement. Parfois, moi aussi, je me pose des questions. C'est-à-dire, vous demandez à quelqu'un de rester chez lui et vous lui envoyez 1 million. Ce n'est pas possible, c'est 50 euros. 1 million dans un pays qui a dilapidé 1000 milliards en principe. Ce monsieur-là qui a dit à un moment donné, je vais débloquer 1 milliard, en principe, il débloque 10 milliards. Parce que si ces gens-là étaient responsables, si c'était des patriotes et aimaient leur pays, certainement on va régler le problème. C'est-à-dire on va faire face à cette pandémie. Ce n'est pas. Mais maintenant, il y a une humanité qui souffre. Vous l'avez compris à 10 millions, je suis avec vous en matière de communication. Il y a une humanité qui souffre sur le plan, premièrement, du confinement, surtout de confinement dans les zones urbaines et dans la chaleur dans l'été. Deuxièmement, les moyens financiers pour vivre. Donc, il y a une situation catastrophique qui peut à un moment donné éclater et devient incontrôlable. Et restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Je rappelle que le million dont vous parlez, c'est le million en centimes de dinars, et que les 1000 milliards qui ont été gaspillés, c'est des milliards en dollars. Donc, alors, Issa Rahmoun, j'espère que le problème a été réglé. Oui, je vous entends très bien. Ah, très bien, et nous aussi. Très bien, parfait. Alors, Issa Rahmoun, donc voilà, pénurie de liquidités, il n'y a plus d'argent dans les banques et dans la poste, et les gens qui pourtant sont tenus de respecter le confinement, un certain civisme sanitaire, de rester chez eux, sont obligés d'aller faire la chaîne par milliers, un peu partout dans le pays, dans toutes les villes, les villages, là où il y a de l'argent, là où il y a des comptes postaux, pour que les gens puissent retirer. Et c'est une catastrophe. Non seulement les gens font des chaînes, d'ailleurs vous êtes en train de voir les images, des chaînes parfois hallucinantes, hein, quand j'en ai vu une tout à l'heure de Constantine, c'est une chaîne, j'imagine que le dernier doit mettre 2 jours pour arriver, pour s'entendre dire qu'il n'y a pas de liquidité. Et comment vous expliquez ça et comment vous voyez la situation, le développement de cette situation qui, comme vient de le dire l'Arabie Zouémia, est réellement explosive? Tout d'abord, il faut dire que c'est une humiliation pour le citoyen algérien. D'une part, il réalise à travers ce manque de liquidité plusieurs objectifs à la fois. J'ai très bien suivi, les réponses qu'il a avaient, que je trouve très correctes. Et ça nous renseigne en fin de compte que voilà le résultat d'une mauvaise gouvernance. Voilà le résultat d'un état de non-droit. Voilà le résultat de tant d'années de dilapidation, de dictature, de répression contre les Algériens. Réellement, c'est l'antipeuple qui se met en avant et qui se fait ressentir de jour en jour. Et puis, il y a deux Algéries, ça nous renseigne en fin de compte, il y a 2 Algéries. Il y a l'Algérie visible et il y a l'Algérie réelle. L'Algérie visible, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à travers ces chaînes humiliantes, à travers ces queues interminables, à travers cette humiliation de l'humain dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions. Et l'Algérie réelle, c'est en fin de compte, si les oligarques, comme ça a été présenté par le régime en place, s'en sont sous les verrous, emprisonnés pour des affaires économiques de grandes opérations de dilapidation, de détournement du denier public et du trésor public, ça nous renseigne au moins qu'il reste une partie de ces oligarques, de ces hommes qui font de l'économie parallèle, de l'administration parallèle, de la justice parallèle, des conseils de l'ordre parallèles, de la classe politique parallèle, des militaires parallèles, des agents de sécurité parallèles. C'est ça l'Algérie réelle en fin de compte. C'est le résultat direct de non-gouvernance et de marginalisation du citoyen algérien.
Mais Aïssa Rahmoun, il n'est pas de l'intérêt du régime lui-même de pousser la situation à une telle exaspération. Ça veut dire, beaucoup de gens ont pensé un peu à la théorie du complot, ils se sont dit, peut-être qu'il y a des milieux au sein de ce régime qui ont provoqué cette pénurie de liquidités pour pousser les gens à exploser. Mais je présume qu'il n'est de l'intérêt de personne pour ce régime que la situation en arrive à un tel point d'exacerbation. Alors, comment en est-on arrivé là? Ils n'ont pas su prévoir, ils ne savent pas gérer, ils sont incompétents à ce point. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus d'argent dans tous les pays, dans toutes les villes, pour que les petites gens, les petites pensions, les petits salaires, les petites économies puissent être disponibles pour les gens, juste pour se nourrir en ces temps de confinement? Oui, je pense qu'il y a deux pistes d'analyse qui se dégagent de cette situation qu'on vit actuellement. La première, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, c'est quand il y a un résultat d'une mauvaise gestion, d'une incompétence avérée d'un régime qui n'arrive pas à dépenser les ressources, à gérer les ressources du pays, à les transformer en richesse pour le peuple et son développement. Le résultat direct, c'est la situation actuelle. Comme on peut, dans la deuxième piste d'analyse, dire que le fait que des anciens ténors, des anciens barons du régime reviennent sur la scène, les gens de la police politique, bien sûr, et la provocation d'anciens débats qui ont phagocyté la société, atomisé la société algérienne, on peut penser qu'il y a une tentative de déstabiliser encore une fois le pays, parce que toutes les transitions qu'a connues l'Algérie depuis l'indépendance à nos jours, c'est des transitions violentes, c'est des transitions qui sortent hors cadre institutionnel et constitutionnel. Et toutes les constitutions établies par le régime en place depuis l'indépendance, c'est des constitutions issues de conflits ou qui interviennent pour gérer un conflit ou colmater les brèches d'un régime finissant. Donc ces deux hypothèses sont bien sûr à ne pas écarter de la situation qu'on vit actuellement. Et restez avec nous, Aïssa Rahmoun, nous accueillons notre ami Hassan Mouali. Merci de nous avoir rejoints. Hassan, marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vos téléspectateurs et bonsoir à vos invités. Merci. Alors Hassan, donc problème de liquidité dans tout le pays, dans toutes les villes, dans tous les villages, partout où il y a des bureaux de poste et même dans certaines banques, il n'y a plus de liquidité, circuler, il n'y a rien à voir. Tout particulièrement pour les gens qui possèdent des comptes courants postaux, des petites gens, des petites pensions, des petites retraites, des petits salaires, et qui n'arrivent plus à retirer de l'argent pour nourrir leurs enfants tout simplement, et qui, par ces temps de confinement, vont s'agglutiner littéralement, devenant un puissant vecteur de propagation du virus. Alors Hassan, votre sentiment sur cette grave question? Écoute, c'est terrible, tout simplement. C'est vrai que des situations pareilles, nous avions vécu déjà par le passé. À chaque fois à la veille du chèque Aïd, les Algériens, c'est naturel. Ils aillent dans les bureaux de poste pour retirer un peu de sous, pour faire face aux dépenses de l'Aïd, acheter des vêtements pour les enfants, acheter un bouton et tout ce qui va avec. Donc, traditionnellement, c'est un média spécial. Pardon, Hassan Mouali. Hassan, il y a eu un problème de son, je reviens à vous dans un petit moment. Nous allons regarder encore, et nous allons revenir dans le sujet. Nous allons regarder quelques images sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est un sujet dont nous allons parler tout à l'heure, celui des Harraga. Hier ou avant-hier, en une seule journée, vous allez voir défiler les titres de la presse espagnole. Toute la presse espagnole en parle hier et aujourd'hui. Plus de 420 Harraga venant d'Algérie sont arrivés en une seule journée. 420
Parmi eux, il y a même d'ex-policiers, des femmes, des bébés. Regardez la presse espagnole, c'est le sujet de tout à l'heure dont nous allons parler, et la presse espagnole qui déclare que, et même les grands journaux comme El País, qui déclarent que l'Algérie maintenant, les harragas algériens représentent plus de 50% de la totalité des harragas en Espagne. Et ils se posent même la question, que se passe-t-il en Algérie? Parmi les harragas, des personnes infectées ont été détectées, qui ont été mises en quarantaine ou en quatorzaine. Et toute la presse espagnole a fait chorus sur la question. Donc nous allons regarder, mais nous allons voir quelques images de ces jeunes qui traversent. والعقوبة اللي جايين باي باي الجيري الحجة سالونا على الحجة روجي حبيبي صلاة الحلي محمد الروجي الراجل الزين الله في الوالدين حبيبي ارواح باتنا سوية مروانة سيدي الفضل من بعد بيتزا انا شاب شراوي اسمك معك منى لاماري مروان يستناهم على بالي جيت معاهم درابو تاع برشلونة سيبو علينا يا الله يا مولانا نور علينا يا الله يا مولانا نور علينا يا الله يا مولانا نور علينا يا علينا رب الحمد لله ما بغيناش ورانا باي باي افريكا مروانة شيروانا الجزر تهنينا منك يا مروانة باي باي انا الحمد لله انا وصلنا لهذه وصلنا وطلعنا الباص والله ما على بالي دخلنا حتى على الشط احنا مع بالايفون والموتور يا الماتريال حميدو الحمد لله كي لحقنا بخير. انا درنا 18 ساعه واللي ما قصتش الفاكا ما كان لا يحكي على الحرقه والحمد لله كي وصلنا بخير. ولا قبال ولا حمتي كاع من الال الزاد ولا قبال زواوله وهذا وجاو لينا لي جندار تاعهم. انا رايح معاهم الصوت والحمد لله. Nous allons revenir sur ce sujet dans un petit moment. Hassan Mouali, vous m'entendez? Oui, Jamal, je t'entends. Ah, très bien, très bien. Donc, je vous laisse poursuivre. Nous ne vous écoutions pas. Donc, vous pouvez reprendre depuis le début, ce que vous disiez. Alors, voilà, donc par rapport à ce que nous observons ces jours-ci devant les bureaux de poste, c'est vrai que ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau. À la veille de chaque Aïd, les Algériens vont vers les bureaux de poste retirer un peu de sous pour faire face aux besoins et aux dépenses de l'Aïd, acheter des vêtements pour les enfants, acheter des moutons pour l'Aïd, Aïd el-Kibir. Mais c'est vrai que cette fois-ci, c'est exceptionnellement impressionnant. Donc, j'ai vu ce matin des vidéos à Annabas, Kifdar, Elizad, Ouarkla. Il y a même des vieux qui passent leur nuit devant les bureaux de poste pour espérer être parmi les premiers servis le lendemain. Donc, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu un phénomène pareil. Partout, on dit qu'il y a un manque de liquidité dans les postes. Ça peut être vrai parce que je me souviens, il y a quelques jours, un ministre, je ne me souviens plus lequel, avait déclaré qu'il n'y a pas suffisamment de sous dans les banques et dans les bureaux de poste. Donc, est-ce que les 5 mois de panne économique a déteint sur cette situation? Donc, a provoqué cette pénurie de liquidité. L'économie ne tourne plus, donc il n'y a plus d'argent. Est-ce que c'est une manipulation? Je ne sais pas bien. Mais en tous les cas, le phénomène est inquiétant. Il est doublement inquiétant pour les pères de famille parce qu'ils n'ont plus d'argent pour nourrir leurs enfants. Et deuxièmement, il y a un risque incroyable
de contamination, de l'amplification du Covid de notre pays. Mais Hassan, pourquoi bon, ce régime n'est pas en mesure d'assurer des liquidités. Mais à la limite, pourquoi n'organise-t-il pas, sans être obligé de battre les gens, de les frapper à coups de matraque, pourquoi n'organise-t-il pas au moins les files d'attente de façon à respecter les distances sociales pourquoi laisse-t-il les gens s'agglutiner ainsi en ces temps de corona? C'est justement ce qui est étonnant. On a l'impression qu'on laisse faire. On laisse courir, pour ainsi dire. On laisse les gens tomber malades. Il y a un risque sanitaire. Les gens sont en danger de mort, tout simplement. D'un côté, toute la communication institutionnelle est basée sur la nécessité pour les Algériens de respecter les gestes barrières et de ne pas se rassembler. Et de l'autre côté, on laisse faire devant les bureaux de poste, on laisse des incroyables s'accumuler comme ça, au risque de provoquer une explosion. D'ailleurs, c'est le mot qu'a utilisé le docteur Bekat Mercadi hier. Il a dit que d'ici là, je crains une explosion du coronavirus. Qui est responsable de ça? Naturellement, la responsabilité de l'État est clairement engagée. Parce que, Hassan, je vais vous interrompre, il y a un souci. Nous allons peut-être vous prendre au téléphone et en image en même temps parce qu'on vous entend très très mal. Je reviens à l'Arabie Zouémia. Nous allons faire un tour de micro assez rapide pour parler d'une question. Comment faut-il faire l'Arabie Zouémia, à votre avis, pour que la société s'organise, puisque ce régime est dans l'incapacité de le faire, pour éviter au moins la propagation du régime plus qu'elle ne l'est déjà, et surtout pour permettre à ces gens de pouvoir se nourrir? Écoutez, moi, je suis un petit peu porté sur... je ne suis pas porté exactement sur le malade qui a un cancer. Je suis un petit peu porté sur les gens qui... Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'infirmiers, chacun il détient un couteau dedans. Donc il y a un problème sérieux dans l'organisation de l'alternative. Il y a un problème sérieux, on ne va pas cacher ça. Il y a une explosion parfois terrible, néfaste de vidéos, de chicanes, de bagarres, je ne sais pas, entre des gens qui ont une influence, c'est-à-dire une influence en matière de ce qu'on appelle ils ont un impact audiovisuel, un impact sur les jeunes, sur la société. Mais on aimerait bien que les gens-là cessent, que chacun un petit peu se limite à ses droits et ne pas empiéter sur le droit des autres. Tous les Algériens ont le droit. Il faut qu'on parte du principe. Nous n'avons pas le droit de préjuger sur X ou Y. Il y a un débat qui avance, mais il y a des gens qui, moi je vous dis franchement, je ne peux pas être dans le Hirak avec des gens qui à chaque fois un petit peu monopolisent à peu près le débat pour lancer des attaques contre les uns et les autres un petit peu et infestent à peu près l'espace public. Nous allons y arriver, c'est un sujet qui est prévu. Ok, maintenant l'alternative. Nous faisons face à... Il y a une situation grave, catastrophique. Il ne faut pas... Une situation catastrophique, ça ne veut pas dire qu'on va... Nous avons la réponse immédiate. Tout ce qu'on sait, c'est que la réponse immédiate à peu près doit s'élaborer dans l'organisation, parce que tout simplement ce qu'on voit actuellement, c'est un président qui est en train de détruire, de casser le pays. C'est un président à côté de la plaque. C'est un président qui date du Moyen-Âge. Il n'a aucune idée si le président s'honore. Il passe son temps à parler. Je ne sais pas combien de je ne sais pas, Nedwa Sahafia il a fait. Je ne sais pas combien de rencontres. C'est un président stéréo, voilà. Et c'est un président aussi qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas, qui n'a pas les réponses de l'heure. Ça, on le voit, c'est visible. C'est visible. Il est en train de pousser vers le danger. Je ne sais pas s'il se rend compte, d'autant plus qu'il s'agit d'un président qui fantoche, parachuté, mais à la rigueur qu'il essaie un petit peu de changer l'ordinaire, de moderniser ses pratiques, de cesser de nommer ses amis, de cesser un petit peu de... Et est-ce qu'il a la décision politique réellement? Est-ce qu'il peut décider réellement? Est-ce qu'il a toute la latitude de pouvoir décider et faire appliquer ses décisions? Il a la latitude, je ne pense pas, il a la latitude, mais il s'agit, c'est visible. Il y a un problème dans cette personne. On ne peut pas dire le contraire. Il y a un problème propre à cette personne qui s'appelle Tebboune. Il y a un problème, je le vois.
سبحان الله العظيم واحد كمان راح يدوخنا راح يهبلنا الى 25 مليار دو مسخربيه الى 25 مليار d'agriculture ou il a 60 25 milliards de dollars. De dollars. 25 milliards, mais quand même. On ne sait pas comment il a calculé puisqu'il ne les a pas exportés. Non, c'est une honte quand même. C'est comme Jhada. Moi j'ai lu dans un journal de Annaba en 1893, on reliait comme ça. Jhada, il avait la moitié dans une maison que son père l'a laissé comme héritage. Et il voulait vendre sa moitié. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi vous vendez votre moitié, il a dit pour acheter l'autre pour que toute la maison soit. Mais il est impossible. Le bonhomme qui sait pas faire une différence entre l'apport en GDP, en PIB de l'agriculture, en valeur, en richesse de l'État. D'accord? En richesse de l'État, quelle est la proportion de l'agriculture dans le PIB, qui est estimé à 22 000, je ne sais pas, milliards de dinars, c'est qui est à peu près 22 milliards de dollars. Ça. Ou l'apport, par exemple, des services. Il ne fait pas la différence. Il considère que quelque chose qui est dans le PIB, qui est le PIB, comme de l'argent qui est à côté. Mais il est fou, Ensuite, il parle de 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars, c'est justement pour faire fonctionner l'année fiscale. Attendez, l'année fiscale, pour faire fonctionner les dépenses. Vous pouvez voir combien compter quelque chose. Comptez votre salaire comme épargne, mais il est fou. Je ne sais pas, moi, c'est le qualificatif que j'utilise. Mais une telle comptabilité, c'est de l'actuariat un petit peu des aliénés. Restez avec nous, Larbi Zouemia. Je dois faire tourner un peu le micro. Je reviens d'abord à Hassan Mouali, que nous n'avons pas entendu suffisamment. Alors, Hassan Mouali, je vous laisse d'abord vous exprimer sur cette question que vous traitiez avant de vous poser la question de qu'est-ce qu'il convient de faire. Alors, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez avant de vous poser une autre question. D'accord. Alors, d'ailleurs, par rapport au manque de liquidité, donc, je disais tout à l'heure que le ministre a évoqué ce phénomène dernièrement. Et c'est vrai que ça pose un problème. Un problème de l'État qui a du mal à gérer des garanties sanitaires et en plus à empêcher que le phénomène de la pandémie dont il faudrait parce que là, en l'occurrence, c'est une assistance. Hassan, je suis obligé de vous interrompre encore une fois. Le problème n'a pas été réglé, on vous entend très très mal. Je reviens à vous dans un instant. Aïssa Rahmoun, alors, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont fait la preuve de leur totale incapacité à faire face. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ça a toujours été le cas et les Algériens le savent très très bien. Comment faire dans de telles situations qui sont très périlleuses, où les gens risquent leur vie, comment faire pour essayer de compenser cette absence des pouvoirs publics? Est-ce que la société civile ne pourrait pas essayer du moins de compenser un peu cette grave carence, et en matière de solidarité avec les plus démunis, et en matière de confinement, de mesures barrières, de civisme sanitaire? Aïssa Rahmoun? Est-ce que Aïssa Rahmoun est avec nous? Aïssa Rahmoun? Aïssa Rahmoun? فقدناه ولا نشعر أننا فقدناه. C'est incroyable. Hein? Alors, je reviens à Hassan Mouali. Hassan. L'Arbi Zouemia, l'émission d'aujourd'hui, je vous prie, mes chers amis, de nous excuser. Ce sont des aléas du direct avec la connexion que vous savez qui est très mauvaise avec l'Algérie. Donc, c'est pour ça qu'avec l'Arbi Zouemia qui se trouve au Canada, ça va beaucoup mieux. Donc, pardon pour ce qui se passe. L'Arbi Zouemia, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette alternative, mais en des termes vraiment concrets pour que nous puissions savoir ce que nous pourrions faire, ce que les Algériens pourraient faire pour essayer de sauver ce qui reste à sauver. Ça veut dire aider les gens qui ne peuvent plus faire face et aussi sensibiliser, aller au charbon pour que les Algériens fassent montre d'un civisme sanitaire.
Écoutez, en matière d'alternatives, je ne sais pas, je ne connais pas les moyens de l'État. De toute manière, nous avons des réponses. Certainement, nous avons des réponses. Je vais vous dire quelque chose, si vous permettez. Est-ce que je peux le Oui, dire? je vous en prie, allez-y. Concernant le téléphone, parce que vous demandez à la personne déplacée qui se déplace ou qui ne se déplace pas, c'est un téléphone archaïque et c'est un Internet archaïque. Vous savez que l'Algérie, la couverture est à 39%, donc en matière de 4G. Vous savez que le matériel utilisé par Mobilis, et je ne sais pas, c'est un matériel de rien. Et vous savez aussi même les transporteurs de voix. Ça veut dire que même le pays déjà, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans la poste, qu'on voit en Espagne de Habaga, ce qu'on voit dans la santé, on voit le téléphone, parce que vous n'êtes pas loin de l'Algérie, Londres et Alger à peu près. Essayez un petit peu de vous contacter Dakar au Bangladesh, vous pouvez. Et c'est un sou ou dessous. Oui, là, les émirs. Oui, pour en revenir à un autre sujet, très vite, s'il vous plaît. Donc, l'alternative, bon, premièrement, il faut que nous répétons on cesse encore une fois qu'il y a un problème de santé, il y a un danger aussi, que les gens s'autodisciplinent. Ça, c'est la première. Donc, notre voix, certainement, elle est dans la raison, dans cette raison-là, qui est exprimée par beaucoup de gens, et que les gens fassent attention en matière de distanciation et de confinement. OK. La deuxième chose aussi, c'est que cet État-là, à peu près, au lieu de nous balancer chaque fois des informations dans sa TV, d'autobus, des PTT, des postes à peu près, soit conscient qu'il est en train de lui-même d'encourager le Covid-19 avec la multiplication de ces attroupements, de cette masse qui s'agglutine devant les postes. C'est lui qui est responsable. Donc, il doit trouver une solution immédiate. Maintenant, est-ce que le 1 million suffit pour les gens pour gérer un confinement? Ça, c'est débile. Oui. On peut pas demander à une famille de vivre avec 1 million. Le confinement doit avoir les moyens. Et il a sa réserve de change qui est placée dans la Banque centrale de Paris. C'est pour cela que Macron lui envoie. Macron, un petit peu, il est à ses services. Que ce monsieur-là mobilise ses moyens financiers pour gérer un confinement convenable, pour justement cibler les familles. Et restez avec nous, la Bizemia, pardon de vous interrompre. Aïssa Rahmoun, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Oui. Pardon, je suis en train d'essayer de faire tourner le micro, mais il y a de vrais problèmes de connexion. Je vous prie de nous en excuser, vous et Hassan Mouali. Alors, je voulais vous poser la question de savoir comment la société civile, dont vous êtes un membre très actif à travers l'Organisation des droits de l'homme dont vous faites partie, que vous dirigez, comment la société civile pourrait-elle se prendre en charge, du moins en partie, pour essayer de faire face à ces deux défis de la solidarité pour pouvoir se nourrir, mais aussi pour essayer de respecter un peu le civisme sanitaire pour que la propagation ne soit pas encore plus grave qu'elle ne l'est? Oui, je suis tout à fait d'accord. La société civile doit avoir un rôle important dans cette double préoccupation, la santé publique, mais aussi la solidarité sur le terrain, qu'elle soit agissante et qu'elle soit organisée d'une manière transparente, c'est le plus important. Les appels ont été lancés par effectivement des associations, des collectifs, des journalistes, des avocats, des animateurs du Hirak. Vous avez suivi avec nous sans doute au début du confinement comment la société s'est organisée d'elle-même, comment l'autogestion elle s'est faite sur le terrain. Mais là, je pose vraiment sérieusement un problème, un État qui n'arrive pas à assurer la sécurité alimentaire et la santé publique de la population. Et dommage de le dire, et c'est aussi dangereux, c'est un État qui est en voie de disparition. Parce que quand on voit ces chaînes interminables, ces rassemblements devant les bureaux de poste, devant des banques pour retirer sa prime de retraite ou son salaire versé dans un compte CCP, le citoyen doit s'organiser par lui-même parce que la pandémie, c'est quelque chose de sérieux.
on n'a aucun moyen, le secteur sanitaire, ce corps n'est pas performant comme il a été présenté par le régime comme étant le système le plus performant en Afrique. Le citoyen doit prendre conscience par lui-même déjà, et les associations doivent intervenir d'une manière efficace pour conscientiser le citoyen quant au port du masque et la distanciation entre les citoyens d'une part. Mais la responsabilité est engagée surtout sur le pouvoir actuellement, parce que là, il s'agit de non-assistance à population en danger en deux termes, en termes de sécurité alimentaire, mais en termes aussi de santé publique. Restez avec nous, Issa Rahmoun. Je reviens à Hassan Mouali en espérant que cette fois-ci, ça s'est réglé. Hassan? Allô, oui, Jamal. Alhamdulillah, voilà, c'est très bien. Désolé, apparemment les forces occultes sont en train de nous bousiller nos communications. Il fallait tout simplement penser à prendre le fixe. Et c'est de notre faute, on aurait dû vous le suggérer dès le début. Absolument, le système D, voilà, à l'ancienne. Alors, Hassan Mouali, je vous laisse d'abord finir ce que vous disiez parce qu'on ne vous entendait pas avant de vous poser la question sur le prochain sujet, celui des Harraga. Oui. Donc, je parlais de ces files indiennes immenses que nous observons ces derniers jours devant les bureaux de poste. Je disais tout à l'heure que c'est un phénomène que nous observions habituellement à la veille de chaque Aïd, parce que les pères de famille ont énormément besoin de dépenser pour acheter les vêtements pour les enfants, acheter le mouton de l'Aïd. Mais cette fois-ci, c'est exceptionnellement impressionnant. Impressionnant parce que c'est des centaines de personnes devant les bureaux de poste. On n'a jamais vu ça. C'est un phénomène nouveau. On comprend naturellement que depuis 5 mois, les gens ne travaillent pas. Donc le bas de laine est complètement perdu. Il ne reste plus d'argent dans l'escarcelle des pères de famille qui ne travaillent plus, pour la plupart d'eux. Voilà, ils vont racler leur compte. Il y a bien sûr ceux qui ont les petites pensions. Naturellement, ils vont aller chercher les pensions à la veille de l'Aïd. Ça crée de la bousculade. Mais on se pose une question. C'est bien facile de jeter la pierre aux pères de famille et aux Algériens en général en leur disant qu'ils sont indisciplinés, qu'ils vont tous en même temps dans les bureaux de poste. Mais que fait l'État? Que font les autorités pour organiser cette situation? Pourquoi ne pas envisager une autre formule pour payer ses pensions? Pourquoi ne pas revenir à l'ancienne formule, par exemple, des facteurs qui ramènent des pensions des retraités jusque dans nos villages, dans nos douars? Et il y a les cartes magnétiques. Et Adaf l'Iman, comme on dit, c'est d'organiser les files indiennes devant les bureaux de poste, de telle sorte à ce que la distanciation physique soit respectée, puisque cette fois-ci, ce n'est pas uniquement le grappage dont on craint, mais on craint aussi la transmission en quantité industrielle du coronavirus. Donc, je suis désolé de le dire, et je rejoins mon ami Issa Rahmoun en disant qu'il y a manifestement non-assistance à population en danger. Demain, qu'à Dieu ne plaise, si on nous annonce un millier ou 1200 nouvelles contaminations, le coupable est évident, il est identifié, c'est l'État, je suis désolé de le dire. Oui, nous avons des compatriotes qui sont indisciplinés, ils ne portent pas de bavettes, ils ne respectent pas les gestes barrières, mais l'État, la puissance publique, l'État est là pour faire respecter la loi, pour faire respecter les protocoles sanitaires, mais en même temps assurer la continuité de l'État, les services de l'État. Mais c'est ce que nous voyons, les terribles vidéos que nous avons vues devant les bureaux de poste à Annaba, à Rilizan, à Ouargla, à Tiaret, un peu partout dans le pays, c'est le même scénario. Ça reflète l'image d'un pays arriéré de ce point de vue-là. Nous sommes très très loin. D'ailleurs, je vais sauter du coq à l'âne en évoquant cette histoire de Harraga. Aujourd'hui, un journal espagnol rendant compte des 500, je crois, 450 à 500 jeunes Algériens qui ont quitté le Alors, pays. Hassan, toute la presse espagnole en parle aujourd'hui, y compris El País, où il parle de 418 Algériens Harraga en une seule journée, sur une quarantaine d'embarcations. Et il précise, la presse espagnole, que les Algériens, maintenant, se représentent à eux seuls plus de 50% de tous les Harraga, de tous les immigrés clandestins qui arrivent en Espagne. Et il se pose la question, qu'est-ce qui se passe
en Algérie. C'est réellement la une aujourd'hui en Espagne. Hein. Ouais. C'est ce que j'allais te dire, Jamal, justement. Moi, c'est la question qui m'a interpellé. Qu'est passé en Algérie? Que se passe-t-il en Algérie? Parce que depuis le déclenchement de ce phénomène de Haraga, depuis une dizaine d'années, on n'a jamais vu autant de personnes affluer en 24 heures. Donc, il se pose naturellement la question, qu'est-ce qui amène ces Algériens en temps de coronavirus en plus? Il y a une menace en Espagne, au moins 600 à 800 contaminations par jour, donc il y a une menace. Malgré tout, ils ont au péril de leur vie, et ils ont embarqué vers l'Espagne. Donc la presse espagnole à juste titre, elle s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe en Algérie. Et ce qui se passe en Algérie, oui, c'est que ces Algériens sont des laissés pour compte, où eux, ils ont choisi la harga. Et ceux qui sont ici, ils souffrent le martyre, ils souffrent un confinement sans mesure d'accompagnement. C'est une population livrée à elle-même. Et restez avec nous, Hassan Mouali. On va faire donc le dernier tour de micro sur ce sujet avant de passer au suivant. Donc je demanderai à l'Arabie Zoémia et Aïssa Rahmoun de nous en parler en moins de 2 minutes pour pouvoir passer au sujet suivant. L'Arabie Zoémia. Cette histoire de Haraga qui est en train réellement de défrayer la chronique, y compris maintenant à l'étranger, en Espagne notamment. C'est un problème grave qui va nous causer aussi des problèmes avec l'Union européenne, avec l'Espagne et l'Italie. C'est un problème grave, très grave. Je pense que le gouvernement algérien est en train de penser, je pense après-demain, je ne sais pas, il est en train de penser pour aller à des mesures extrêmes de faire appel à l'armée, d'après certains échos. Bon, jusqu'à présent, mais certainement, il y a une discussion d'utilisation à peu près de l'armée pour imposer un confinement, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Mais 400 personnes, comme a dit Hassan, que je salue, 400 personnes, 440 personnes dans 24 heures, c'est terrible. Et en plein Covid, que ce soit ici ou en Espagne. Il y a d'autres personnes aussi qui sont arrivées en Italie, à l'île, en Sardaigne. C'est encore, ces gens-là sont partis parce que tout simplement, il y a un problème grave en Algérie. Les gens ne travaillent pas, les gens n'ont rien du tout, il n'y a aucun espoir. Les gens sont là. Il y a un chômage terrible qui est là. Il y a pratiquement 1 demi-million de personnes qui sortent des lycées qui n'ont pas de travail. Encore les diplômés. C'est ça la situation. C'est ça l'explication. C'est ça la causalité. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Aïssa Rahmoun, sur ce sujet des Haraga, 400 personnes en une seule journée en Espagne seulement. Et toute la presse espagnole qui en fait la une de ces journaux. Oui, c'est un scandale pour la Méditerranée, cet espace qui est devenu le tombeau, le cimetière des jeunes Algériens. Dommage et très malheureux de le dire. Il faut qu'on se rappelle que ce chiffre... Oui, Aïssa Rahmoun, est-ce que nous l'avons perdu? Nous avons perdu Aïssa Rahmoun? Aïssa Rahmoun, faqadnah. L'il'asaf shadid aujourd'hui, je suis vraiment désolé, mes chers amis. Alors, en attendant de retrouver Aïssa Rahmoun pour le dernier tour de micro, nous allons parler maintenant de ce qui se passe à Paris. Paris qui est devenu un sujet de polémique entre ceux qui se disent des démocrates, des laïcs et ceux qui se disent islamistes. Ce ne sont plutôt ceux qui se disent démocrates laïcs qui sont en train de dire que les islamistes veulent prendre le pouvoir à travers le Hirak, etc. Et il semble que ce ne soit pas l'explication. L'explication est ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Hirak parisien représente un vrai danger, une vraie menace pour le régime qui a instrumenté une opération, une véritable opération, un coup tordu, genre Bleuit, pour de tristes mémoires. Et nous allons poser la question à nos invités pour voir ce qu'ils en pensent. L'Arabie Zoémia, sur cette histoire de polémique lancée à Paris, sur le Hirak, à la place de la République,
du jour au lendemain, alors que depuis le début du Hirak, nous n'avons pas entendu parler de ces polémiques, du jour au lendemain, l'islamisme, le retour, l'agitation de l'épouvantail islamiste, des accusations, Rachad qui est accusé d'être un mouvement terroriste, etc., etc. À votre avis? Écoutez, c'est Jamal, moi j'accuse personne. J'accuse personne dans ce que je vois actuellement. J'accuse pas qu'il y a une manipulation du DRS. La manipulation du DRS, vous la trouvez dans votre site de Facebook, des gens qui insultent certaines personnes qu'on connaît à peu près, parce que la capacité du DRS, on la connaît. Il y a des gens qui sont comme ça, mais il faut être impartial. Donc il faut être à peu près dans la ligne immédiate. Il y a des gens, certainement, qui sont en train de crier au loup parce que moi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un débat qui avance, ok? Mais il y a des gens qui crient au loup parce que tout simplement, ils sont comme ça, c'est la nature, c'est notre nature. Nous avons un problème, c'est cette nature en nous dans le débat. C'est pour cela qu'on a dit à un moment donné, le Hirak doit avoir sa propre organisation. Du moment que cette lenteur du Hirak, une année de marche à peu près, et puis c'est le Covid, certainement, c'est un vide. Et c'est le vide-là à peu près qui laisse des gens à peu près retourner dans des débats anciens pour essayer de diviser ou maladroitement de diviser. D'une part et d'autre. Moi, ce que je considère, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a aussi un discours islamiste qui fait bon marché du terrorisme. Il y a un discours islamiste qui fait bon marché du terrorisme, qui est à peu près, qui n'est pas aussi, qui est intelligent. Je n'accuse pas tous les gens de la chaîne, il y a des gens extraordinaires qui essayent de pousser vers la bonne analyse. Et je cite qui m'a dit, c'est un gars que je le vois le best bé. Il essaye. Nous avons tous nos propres fautes, ok? Nous avons vécu une période, c'est tout ce que nous avons eu à ce moment-là pour essayer un petit peu d'avoir ce qu'on appelle une culture politique. Nous étions tous en déficit. Mais je vois, il y a des gens qui font l'effort. Mais il y a des gens aussi qui font bon marché de la mort du journaliste, de la mort de policiers, de la mort. Ok, ces gens-là aussi dissimulent parce qu'ils veulent récupérer le fils. Et je le dis, les fils, ils ne sont pas des représentants du fils. Le fils, c'est Abbasi Madani, Ali Belhaj, ou Gelmasi, Ali Belhaj. Oui, mais l'Arabie Zouémia, parlons du Hirak. Moi, je n'ai jamais entendu, depuis le 22 février, un quelconque islamiste surfer sur le Hirak pour dire son idéologie, pour dire sa mouvance, pour lancer des revendications d'ordre idéologique. Je n'en ai pas entendu, très franchement, que ce soit Rachad ou quelqu'un d'autre. C'est des gens qui sont rentrés dans le Hirak qui parlaient que Hirak. Bon, moi, je vois Wahed Kima, je le cite, Wahed Kima Mazian Abban, je peux lui demander un petit peu de rigueur. Mais je pense pas. Mais cette personne-là, il essaie de se déplacer partout. C'est tout. Mais c'est un dérapage. Oui, mais l'Arabie Zouémia, je vais vous donner un détail précis. Il y a quelques jours seulement, Yahya Mkhriouba est passé ici, dans cette même émission. Quand on lui a posé la question, il a dit non, moi je vais vous apprendre quelque chose. Un scoop. Il nous a dit, on s'est entendu, on s'est mis d'accord pour que Rachad, dès que le Hirak aura atteint ses objectifs, le Rachad va s'auto-dissoudre. Elle ne restera pas sur le terrain. Donc, moi, je ne parle pas. Et si Jamal, j'aimerais bien clarifier. Je ne parle pas de Rachad. Je ne connais pas Rachad, je ne parle pas. Moi, je parle de personne. C'est un agissement, c'est une pratique individuelle. Chacun a sa façon, chacun a son propre modus operandi. Moi, je dis à tout le monde, essayez un petit peu de ne pas casser le débat entre Algériens. Et que tous les gens essayent un petit peu d'éviter ce débat en parlant d'éradicateurs, ils étaient contre le processus. Je ne parle pas du processus, de l'arrêt du processus électoral. Et je ne parle pas du Souman. Je ne parle de personne. Moi, je parle des problèmes de l'heure parce que je suis pour une solution d'un État moderne. Actuellement, merci. Il y a une évolution. Attendez, j'aimerais bien terminer parce que ça va... Il y a une évolution du débat. C'est tout le monde. Les gens doivent un petit peu essayer un petit peu de réduire, d'être un petit peu plus coopératif, d'être un petit peu pour ce qu'on appelle le compromis national parce qu'on peut pas avancer
avec Merci. une tronçonneuse. Voilà. Merci l'Arabie Zoémia. Alors, avant de revenir à Hassan Mouali, qui va avoir le mot de la fin, Aïssa Rahmoun, que nous avons réussi à avoir de nouveau. Aïssa Rahmoun, sur ce sujet, mais très vite, à environ 2 minutes ou 3 maximum, ce sujet qui divise au sein de la place de la République, qui était devenu un bastion, une place forte du Hirak, et qui est en train de se déchirer, enfin déchirer pas à ce point, mais dont deux mouvances sont en train de s'exprimer l'une contre l'autre. D'accord, je vais essayer de revenir sur ce débat, mais avant ça, très rapidement, en 2-3 minutes, oui. Je voulais dire sur ce phénomène de Haraga. Écoutez, en 24 heures, 400 Algériens atterrissent en Espagne. La Méditerranée est devenue le cercueil, le cimetière des Algériens. Souvenez-vous, en Libye, quand la Libye a éclaté, ces chiffres n'ont pas été enregistrés en Italie, ce qui dénote du moins que l'État n'arrive pas à gérer ce phénomène depuis 10 ans, plus de 10 ans que ce phénomène existe. Et comment l'État va justifier, le régime va justifier actuellement que des jeunes, on est en temps de pandémie, en temps de confinement, se déplacent de Betna, de Oum el-Bouaghi, de Sougharas, Hatta al-Wahran, pour traverser la Méditerranée sans qu'ils soient interceptés, sans qu'ils soient inquiétés. On se pose vraiment beaucoup de questions, si ce n'est que le régime est derrière cette manière de faire quitter les Algériens de chez eux. Quant à la polémique ou à la guerre aux batailles, ou plutôt la guerre qui a éclaté à la République, on ne peut pas, je pense que la voie de la sagesse doit l'emporter. On ne peut pas construire un État moderne, un État fort, un État démocratique, un État de droit, en se basant sur la négation de l'autre. Je pense qu'il faut dépassionner les débats. Pourquoi pas, autour de table, que ce soit une agora publique, sans revenir. Ce qui me désole, c'est que des jeunes qui n'ont pas vécu les années du terrorisme, qui n'ont pas vécu les années 90, participent à ce débat, eux qui n'étaient pas impliqués dans cette guerre civile que l'Algérie a subie. Et actuellement, ils sont réellement utilisés, je dirais, manipulés, orientés par des chapelles politiques qui sont dans cet atavisme, dans cet archaïsme qui nous empêche d'avancer ensemble. On doit dépassionner ce débat, on doit le traiter avec beaucoup d'intelligence, on doit discuter entre Algériens comme ça a été. J'ai eu la chance à plusieurs reprises d'être présent dans les rassemblements de République. Sincèrement, j'ai pas rencontré ce clivage. J'ai pas rencontré ces batailles, ces guéguerres entre les différents animateurs des stands de République, et je pense qu'une main cachée du régime, de la police politique est derrière cette polémique qui gangrène le Hirak et qui risque de l'emporter à jamais. Et si le Hirak sera la victime de cette guéguerre entre Algériens, réprimés entre Algériens opprimés, c'est tout le pays qui va sombrer dans le chaos. Merci Aïssa Rahmoun, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Hassan Mouali, sur ce sujet de cette grosse polémique de la place de la République. Alors, c'est une fausse polémique. Là, je rejoins totalement ce qu'a dit notre ami Larbi. C'est vraiment. Oui, mais même Aïssa Rahmoun, c'est la même chose. Mais ce qui me plaît, c'est que la sagesse de notre ami Larbi, comment il exprime les choses. On n'est pas là pour mettre des noms, mettre des mouvements. Il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la place de la République, mais c'est la République algérienne qui m'intéresse, moi. Alors, ces luttes chaque dimanche là-bas entre ceux qui se prétendent démocrates, ceux qui se prétendent islamistes et tout ça, et chacun essaye de tirer la couverture vers lui, ça ne nous intéresse pas, ça c'est stérile, ça ne produira absolument rien du tout. On n'est pas encore arrivé pour commencer déjà à essayer de récupérer, confisquer la révolution comme on l'a fait en 62. Il faut bien continuer la lutte parce que rien n'est acquis pour l'instant. Le Hirak, c'est un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement unitaire. Et quand on dit unitaire, c'est-à-dire il englobe toutes les sensibilités politiques, idéologiques algériennes. Nous sommes tous frères et sœurs.
Moi, je pense qu'on n'a pas le droit maintenant de casser cette dynamique par des querelles de chapelle, en remontant jusqu'à 90 pour exhumer toutes les fractures qu'il y a entre Algériens, islamistes, l'Arabie Zitote qui lance une déclaration à partir de Londres, elle est amplifiée, naturellement il y a des réponses aussi terribles à partir d'Algérie, à partir de Paris. C'est pas comme ça qu'on construit un projet. C'est pas comme ça qu'on construit un projet. Au contraire, on est en train d'amplifier les qui existent déjà. Personne n'a dit que le Hirak est un mouvement homogène, qui a le même pédigré politique idéologique. Non, nous sommes différents, il n'y a pas de problème, nous sommes tous des Algériens. Chacun a ses ancrages culturels, politiques, idéologiques, mais nous avons un bout de chemin à faire ensemble. Nous avons la responsabilité historique de faire en sorte que ce pays ne bascule pas, que ce pays, que nous arrivons à construire une véritable république qui va donner, où chacun trouvera sa place. Je dis bien chacun. Les démocrates n'ont pas le droit et ne peuvent pas exclure les islamistes et vice-versa. Les islamistes aussi, ils n'ont pas le droit de diaboliser les démocrates et les communistes et tout le monde. Donc moi je m'inscris en faux contre ce faux débat. C'est un clivage. On admet nos différences, mais il n'est pas maintenant le temps est à la solidification des rangs. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on discute, il faut qu'on échange nos points de vue pour faire aboutir ce mouvement révolutionnaire. On va pas discuter maintenant de est-ce que on va faire une république islamiste ou une république je sais pas quoi. Non, ces questions il y a des questions sociétales. Tôt ou tard, elles vont se poser, mais pas maintenant. Je ne vois pas pourquoi certains insistent pour les imposer dans le débat. Et à chaque fois, on nous dit on remet à plus tard. Oui, on remet à plus tard parce que pour l'instant, nous n'avons absolument rien fait, rien réalisé. Il n'y a pas d'acquis. Le seul acquis, c'est ce mouvement qui a démarré le 22 février 2019 et qui doit continuer. Et pour l'instant, nous faisons face à un pouvoir omnipotent, à une récomposition. Le pouvoir est en train de profiter des divisions du Hirak. Donc il faut être suffisamment intelligent pour boucher ce trou et empêcher le pouvoir de s'y engouffrer à travers ses satellites à la place de la République. Et ici, merci. Pour éviter les cassures. Merci Hassan Mouali, merci Issa Rahmoun, merci l'Arbi Zouaïmiya, merci à vous chers amis de nous avoir accompagnés dans cette émission et pardonnez-nous pour tous ces petits incidents techniques qui ont un peu émaillé cette émission. Barakallahu fikum, bqaw ala khair, salama. رسالة من الحراقين إلى المسؤولين الجزائريين. انتم سميتونا حراقين وحنا سميناكم حقارين. على بالي بلي دوك تقولوا انتم اللي راكم حابين. كيفاش حنا اللي حابين؟ شكون يقدر يحمل فراق الوالدين؟ يخلي خاوته حبابه وصحابه اللي معاه كابرين. انتم اللي حتمتوا علينا الهربة يا واحد السراقين. كليتوا لنا حقنا وقهرتونا وما زلنا ساكتين. 4 عهدات يا عجبة. 4 عهدات كليتوا البلاد وقسمتوها وما زالكم طامعين. بنيتوا لنا الحباس في كل ولاية كاين أكثر من 4000 نساجين. اضربها في 48 تعرف علاش رانا هاربين. اتقوا الله يا واحد الظالمين. ما عطيتوش حتى فرصة للشباب. والصغير فيكم عمره يتجاوز 80. اللي يهدر على حقه تقتلوه ولا تنفيوه ولا تعطوه 10 سنين. قولوا لنا واش راكم حابين؟ وين راكم رايحين؟ حبيتوا تنوضوها وترجعوا يا ما تتسعين وانتم ما تهربوا وتطفر غير في المسكين.